On commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire pour cette journée de tuberculose, journée mondiale de la tuberculose. Je m'appelle Andrea Monahan. Je suis coordonnatrice nationale du programme de lutte contre la tuberculose au Bureau national de services aux Autochtones Canada. Je me joins virtuellement à vous aujourd'hui du territoire traditionnel et non cédé du peuple Algonquin-Anishinaabe. Et je reconnais avec gratitude et respect les individus, les familles et les communautés qui vivent ici depuis des temps immémoriaux. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis qui vivent à l'origine sur le territoire à partir duquel vous nous rejoignez aujourd'hui. Avant de commencer, je vais passer rapidement en revue quelques points administratifs afin de faciliter le déroulement du webinaire. Nous partageons un sondage au début et à la fin du webinaire pour nous aider à évaluer notre webinaire. Il s'affichera sur votre écran et je vous invite à y répondre pendant que je passe en revue les points suivants. Donc, on lance le sondage. Tout le monde est actuellement en sourdine et devrait le rester pendant toute la durée du webinaire. Si des interférences sont entendues à partir d'un micro non mis en sourdine, nous le mettrons en sourdine. Au bas de l'écran, vous trouverez une option « Discuter ». Vous pouvez y accéder si vous avez besoin d'aide pour un problème technique ou si vous souhaitez poser une question à nos présentateurs. Ma collègue Montana Massicotte surveillera le chat. Après la présentation, il y aura une période de questions-réponses. Nous vous invitons à écrire vos questions dans la boîte de dialogue ou à lever la main. Si vous nous rejoignez à partir d'une ligne téléphonique, vous pouvez taper étoile 9 pour lever la main au sens figuré et nous vous demandons d'activer le son de votre ligne pour poser votre question. Si vous écoutez en français et souhaitez suivre un diapositive avancé, vous le trouverez dans l'invitation à la réunion. Enfin, ce webinaire est enregistré en français et en anglais pour un visionnage ultérieur. Merci à nos collègues au Centre de la collaboration nationale des maladies infectieuses d'héberger l'enregistrement sur leur site web et leur chaîne YouTube. Voilà pour les questions d'ordre administratif. Pour bien commencer ce webinaire, j'aimerais inviter notre aîné, Sequoia, à faire quelques remarques préliminaires. Après, j'inviterai le docteur Wang à partager quelques mots de bienvenue. Cynthia, veuillez terminer le sondage, s'il vous plaît, Cynthia. Sequoia, bienvenue. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes à ce territoire ancestral au Rocher-Québec de Squamish. Je suis dans mon iPad et je reconnais les traditions et les territoires traditionnels où vous êtes situé, où vous travaillez et vivez. Toutes les Premières Nations, tous les peuples qui sont là aujourd'hui, vos nations et vos territoires. Je lève les mains à tous d'entre vous en remerciement. C'est une tradition qui signifie bienvenue et ça veut dire remercier aussi. Nous sommes reconnaissants que vous êtes là aujourd'hui. Je m'appelle Sequoia Oshavetnak. C'est mon nom ancestral. Wanik, c'est le nom sur ma carte d'identité que j'utilise tous les jours. Et je m'appelle Sequoia depuis environ 45 ans maintenant. Si vous m'appelez Anne, je ne répondrai peut-être pas, mais c'est quoi oui, je vous répondrai, c'est moi depuis ces dernières années.
Et je vais partager avec vous que mon feu grand-père a aidé à mal élever. Il m'a enseigné les traditions et j'ai aussi appris des années que chaque personne a une énergie intérieure. Et lorsque j'avais 10 ans, 11 ans, il m'a dit, c'est comme les Chinois indiquent le yin et le yang, c'est constant, c'est à l'intérieur de nous. Et c'est une croyance, et si on croit, ça peut nous ôter émotionnellement, spirituellement, mentalement. Et avec cette énergie, on peut accéder à tout, l'air, l'eau et chacun d'entre nous. Et c'est pour cela qu'on peut envoyer des prières à nos familles, où qu'ils soient dans le monde. Et c'est pour ça que je partage dans Facebook. Et c'est une compréhension de toutes nos nations parce que dans Facebook, on demande des prières pour les enfants, les grands-parents, les oncles. Et nous tous, nous croyons dans le pouvoir de la prière spirituelle, non pas des prières dictées par la religion, même s'il y en a qui suivent les deux, mais envoyer une prière, ça envoie notre énergie et ces personnes disent, oui, à ces guerriers de la prière. Donc, je partage toujours cet enseignement. Et je dis toujours que lorsque mes enfants étaient jeune et j'ai vu La guerre des étoiles avec Obi-Wan qui sur une autre planète et Luke a dit je veux la lumière de mon père dans la forêt et Obi-Wan commence à lui enseigner la forêt et dit que la forêt c'est à l'intérieur de nous et ça nous branche à tout, à la création et aux uns aux autres et ça peut nous aider. Et lorsque j'ai entendu cela, j'étais toute excitée dans le théâtre. Oui, c'est ça que m'a appris mon grand-père et voilà mes croyances et mes enfants me disaient parce qu'on était dans le théâtre, dans le cinéma et je disais oui, c'est un enseignement que j'ai appris et je suis devenue un fan de la guerre des étoiles. Nous avons des croyances, nous, aux Autochtones, et je partage cela avec vous pour que vous compreniez que les enseignements sont importants. Et je sais que la personne qui a créé cela a fait de la recherche sur les croyances autochtones lorsqu'il a créé cette histoire. Donc, le partage de cela. Et on peut aussi faire des exercices de tai chi et yoga pour se détendre. Et on peut faire le downward dog, la position du chien, parce que je veux que vous ouvriez vos mains, que vous les mettiez sur vos cuisses ou sur les bras de la chaise, mais que vous les gardiez ouvertes. Ne pas être comme ça ou ça ou ça. Ça bloque votre énergie des uns des autres. Et c'est une croyance qu'il faut être ouverte à recevoir, ne pas bloquer l'énergie et envoyer des signaux entre nous. On peut envoyer des messages avec notre esprit pour se connecter aux amis, à la famille et aux amis. Donc, priez avec moi. Moi, je suis une personne spirituelle. J'ai la croyance de ce pouvoir de prière personnelle et qui n'est pas à l'Église. Je respecte l'Église parce que mon grand-père m'a dit de le faire. On a toujours respecté. Maintenant, on va prier pour nous tous, la famille, les amis et la collectivité. Demandez au Créateur
de surveiller tous les enfants et les aider avec leurs sentiments dans leur cœur et leur esprit. Schwallen, c'est ça, c'est une émotion très forte qu'on ne peut pas exprimer. Donc, il faut demander au Créateur de donner Schwallen aux enfants et les protéger. Et demander au Créateur d'aider tous les enfants et qu'ils se ressemblent dans le Schwallen avec un seul cœur et esprit pour se rassembler et s'épauler les uns les autres et partager, transférer les connaissances, les expériences et poser des questions et créer des solutions pour le présent et le futur et toujours en apprendre du passé, ce qui s'est passé aux collectivités autochtones avec les hôpitaux de tuberculose qui ont existé et les impacts sur mon peuple et pourquoi, c'est la raison pourquoi parfois ils ont peur des médecins et des hôpitaux. Donc, il faut en apprendre du passé et demander au Créateur de faire un excellent travail aujourd'hui et pour partager toutes nos opinions. Voilà mes mots. Andrea, je vous passe la parole maintenant. Merci beaucoup, Sequoia. Maintenant, je vais inviter le docteur Wong de se joindre à nous et prononcer quelques paroles. Merci d'être là avec nous lorsque nous parlons de l'importance d'offrir des soins sécuritaires qui sont touchés disproportionnellement par la tuberculose. Moi, je suis Dr. Wan, médecin en chef, et j'ai le plaisir d'accueillir tout le monde aujourd'hui. On prend un moment pour refléter sur les forces et des peuples aujourd'hui autochtones et inuits qui ont occupé ces terres depuis tous les temps. Je veux remercier aussi nos présentateurs pour partager leurs expériences et leurs connaissances sur les soins liés contre la tuberculose. Canada a un taux des plus faibles au monde, mais cette maladie touche toujours les peuples autochtones et c'est dû souvent à l'impact de la colonisation sur les peuples autochtones, y compris les drames historiques de la gestion de la tuberculose dans des conditions socio-économique. La 8e édition des normes canadiennes de la tuberculose a été lancée l'année passée. Le chapitre 12 était un nouvel ajout très attendu et bienvenu aux normes. Il a été rédigé par des représentants d'organisations de Premières Nations, des Inuits et des Métis. Il est fondé sur des distinctions, ce qui signifie qu'il reconnaît l'histoire et les expériences uniques de la tuberculose chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Et il tient compte des répercussions historiques complexes et continues de la colonisation sur l'état de la santé et de la tuberculose aujourd'hui. En tant que tel, il constitue une partie importante du chemin vers la réconciliation et l'élimination de la tuberculose au Canada. Ce fut un grand privilège de participer à l'élaboration de ce chapitre en tant que co-auteur. Et j'encourage chacun d'entre vous, surtout les fournisseurs de soins, qui ont toujours des impacts sur la santé des peuples autochtones aujourd'hui. C'est une voie continue et un apprentissage au cours de toute la
vie, non seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Ça doit être au centre de notre monde quotidien. Merci à Lenny Sequalier, tous les présentateurs aujourd'hui et chaque participant qui a pris l'importante décision d'assister aujourd'hui. Donc, je vous donne la parole, Andrea. Merci beaucoup, Dr. One. Merci d'être là aujourd'hui et de partager ces mots. J'ai vu dans la section discuter qu'on a de la difficulté à accéder à ce sondage. Donc, je vais le relancer de nouveau. Il y a 5 questions et il faut faire défiler pour voir toutes les 5 questions. Maintenant, je veux accueillir Kelsey McGregor de l'Assemblée des Premières Nations et Dr. Alex Petitquan qui remplace Raymond Obed, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Kelsey McGregor est une Anishinaabe de la Première Nation de Whitefish River sur la rive nord de lac Huron. Elle fait partie du clan de la Grue. Kelsey a obtenu un baccalauréat en psychologie et en sciences de la santé en 2019 et une maîtrise en santé publique de l'Université Western avant de se joindre au secteur de la santé de l'Assemblée des Premières Nations. À titre d'analyste politique, elle a travaillé au niveau communautaire dans les domaines de la recherche en santé des Premières Nations, de la promotion de la prévention en santé et des politiques. Elle a reçu son... le docteur Petitquan est un Anishinaabe de Première Nation et a reçu son diplôme de l'École de médecine du Nord de l'Ontario, Thunder Bay, en Ontario, avant de rejoindre le gouvernement fédéral, notamment évaluer des dispositifs médicaux dans le cadre de subvention des centres d'excellence d'Ontario. Il travaille aujourd'hui en tant qu'analyste principal dans le secteur fédéral où s'est occupé de santé publique autochtone, d'épidémiologie, d'accords de partage de données, d'engagement auprès des communautés régionales, à participer à la réponse ministérielle conjointe pour la COVID-19. Son travail personnel a porté sur la gouvernance de Premières Nations, politique de santé et siège en tant que membre du comité consultatif d'experts en santé du Grand Conseil, traité numéro 3. Il travaille actuellement à l'Inuit Tapirikit Kanatami, l'organisme national de représentants des Inuits au Canada, où il dirige des dossiers de la santé publique. Kelsey et Alex, bienvenue aujourd'hui. Et je vais partager votre présentation. Excellent. Merci beaucoup, Andrea, pour cette présentation. Et merci à tous. Je suis heureuse d'être ici pour la Journée mondiale de la tuberculose. Marlene Lara, qui est aussi ici avec moi, qui a fait beaucoup de travail sur ce chapitre. Donc, elle peut répondre aux questions aussi. Donc, oui. Je suis Kelsey McGregor. Bonjour à tous. Je m'appelle Kelsey McGregor. Je viens de Whitefisher, Première Nation Whitefisher, et je demeure environ 10 minutes de là. Donc, je suis très près de mes terres originales. Donc, c'est excellent d'être ici. Alex, voulez-vous vous présenter ou on commence? Je suis heureux d'être ici pour présenter sur cette journée très importante, la journée de tuberculose.
pour présenter sur un chapitre très important qui est un jalon en collaboration et avec les organismes autochtones nationaux et mon collègue et chercheurs qui ont contribué à ce chapitre. Et je veux remercier Deborah Menday qui n'est plus là, mais qui a beaucoup contribué à ce chapitre. Donc, je suis là pour les représenter pour ce chapitre. De plus, si vous voulez aller à la prochaine diapo, pour souligner ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler de l'épidémiologie de la tuberculose dans les 3 groupes autochtones du Canada. Ensuite, on va examiner l'expérience des Premières Nations et d'Inuit en matière de tuberculose. Ensuite, on va faire connaître le comité responsable du chapitre sur les Autochtones dans les normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse. Et on va souligner les 7 énoncés de bonnes pratiques. En ce qui concerne les Premières Nations, il y a à l'heure actuelle au Canada, il s'agit des personnes qui sont enregistrées en vertu de la loi sur les Indiens. C'est peut-être un chiffre plus faible que la réalité. La majorité des Premières Nations vivent sous réserve dans les centres urbains ou sur une des 600 réserves partout au pays. Le taux pour les Premières Nations, pour la tuberculose, est en vrai environ 37,6 fois supérieur à celui de la population non autochtone née au Canada. Il y a à l'heure actuelle 65 000 Inuits au Canada, dont la majorité vit dans 51 communautés de région nordique du Canada, une région qui représente 35% de la masse continentale du Canada, y compris les terres du territoire du Nord, et dans le nord du Québec et le nord du Labrador. Donc, il s'agit de 40% de la masse continentale du Canada et 50% de son littoral. En ce qui concerne le taux de tuberculose, la pandémie nous a donné de bonnes indications, donc 300 ou 400 fois plus parmi les autochtones par rapport aux non-autochtones. Et pour les métiers, il y a environ plus d'1 million de métiers au Canada. Donc, la majorité vit en Ontario, dans la province de l'Ouest. Donc, le taux est environ 7 fois plus supérieur à celui de la population d'Autochtones au Canada. Donc, en tout, les Autochtones représentent un peu moins de 5% de la population canadienne, mais 19% de l'ensemble des cas de tuberculose. La majorité des cas au Canada, soit 61,8% de l'ensemble des cas en chiffre absolu. Donc, donc, il s'agit plutôt que parmi la population autochtone. Pour l'expérience historique de la tuberculose chez les Premières Nations, avant l'arrivée des Européens, qu'on appelle maintenant le Canada, les Premières Nations avaient établi des lois et des systèmes gouvernementaux, établi leur relation bibliothèque, ils avaient une culture langue distincte et beaucoup de ces pratiques étaient des pratiques de durabilité environnementale, pratiques de cérémonie avant le contact, lorsque les Européens sont arrivés. Au début, il y avait une diplomatie de nation en nation, mais au fil du temps, une détérioration du respect des Premières Nations en matière de culture et de langue.
il y avait de nouveaux empiètements sur les terres, surexploitation des terres et des ressources naturelles. Et après ce contact, on a vu plus d'exposition et l'être de tuberculose et de souches éventuelles plus virulentes. Lorsqu'on a adopté les traités et la loi sur les Indiens, on a aboli le système gouvernement de pratique culturelle et la langue de Première Nation, privé de souveraineté, considéré comme de pupilles de l'État, réservation et campement forcé. Et à ce moment, on a eu beaucoup d'interférences gouvernementales et donc il y a une augmentation de cas de tuberculose. Donc, en ce moment, on voit beaucoup plus d'écoles résidentielles et on a vu des hôpitaux construits et beaucoup de ces institutions avec une pauvre infrastructure. Il y avait des traitements médicaux et beaucoup de personnes qui étaient dans ces institutions étaient forcées de leur maison qui vivaient très loin. Et dans les écoles résidentielles, dans les pensionnats, un quart des personnes étaient mortes de la tuberculose. Donc, on a eu on n'a pas eu confiance aux systèmes gouvernementaux. Les gouvernements savaient ce qui se passait. On voit dans ce diapo un document du médecin en chef qui a été écrit sur l'infrastructure et les faibles soins de santé qu'on a eu comme résultat. Maintenant, on voit l'expérience historique au 20e et 21e siècle. Les cas de tuberculose sont en décroissance et ça coïncide avec de meilleures technologies médicales et outils de diagnostic améliorés. Et ce n'est pas seulement les avancements médicaux, mais il s'agit de la loi sur les Indiens qui permettait aux Autochtones de pratiquer leur culture et participer au système des élections. Et ensuite, à l'heure actuelle, on voit que les cas de tuberculose stagnent depuis quelques années. Donc, pour l'histoire, nous avons une législation contre les Autochtones. Que le colonialisme est encore présent. Et oui, c'est ça, c'est l'accès à l'expérience inuit. Donc, merci Kelsey. Donc, je veux commencer un peu avec un anecdote, mais avant que je le fais, je veux mentionner qu'entre 2015 et 2019, les incidents rapportés entre ceux qui habitent à Nunavut sont plus de 300 fois que les autres Canadiens qui sont non autochtones. Donc, ce qui était intéressant ici avec ce taux, c'est que c'est seulement les taux actifs de tuberculose et on ne prend pas en considération les états latents parce que c'est vraiment difficile de les retracer. Ils sont sous le radar, donc non identifiés dans les activités de surveillance. Donc, le chiffre serait encore plus grand. Donc, les taux de rapport ont démontré une baisse de 62% entre 2020 et 2021, mais par contre, c'est ce que j'ai mentionné plus tôt, c'est que ça, c'est considéré en étant une façon de sous-représentation à cause de la COVID-19. Donc, également, on a entendu des anecdotes des représentants autochtones qui parlaient d'un stade très, très avancé de TB. Donc, de voir ces personnes-là
d'expérimenter ces choses-là. Également, il y a d'autres maladies donc, qui sont préventives, donc c'est très, très difficile de voir ça. Également, quand on parle de taux élevés de TB, donc c'est particulièrement un symptôme de la disparité de santé entre les Inuits et les autres Canadiens. Donc, le manque de sécurité, le manque de barrières pour pallier à la pauvreté et le manque de, de maisons viables. Également, pour qu'on parle de Nani-Level, c'est parce qu'il y a les traumatismes qui ont été expérimentés. Donc, ITK collabore avec les organisations sur l'initiative de Nunavut. Donc, ça aide les familles et les gens donc, qui sont décédés, qui n'étaient pas sur leur territoire mère. Donc, si vous n'êtes pas au courant, donc, il y a une partie de l'histoire canadienne, je vous encourage également de le lire. Il y avait ça parle vraiment beaucoup de cette situation courante et pourquoi est-ce qu'on voit tellement de ces disparités de santé aujourd'hui également. Maintenant, Nunavut a été lancé en 2019, encore une fois, pour aider les personnes autochtones pour localiser leurs personnes, donc leurs proches qui ont décédé. Donc, Nunavut se traduit en une attitude à trouvons-les. Donc, l'initiative de la collaboration entre le gouvernement fédéral, ITK et les régions et organisations inuites, chacun d'entre eux ont la gestion de leur propre programme et donc ITK donne le support et l'initiative Nunavut estime à 850 personnes inuites qui sont décédées dans les sanatoriums et les hôpitaux du Sud et les bases de données contiennent de plus de 4500 patients entre les années 40 et 60 et des additions et des informations additionnelles qui sont découvertes et ajoutées à ces régions. Donc, c'est important également de reconnaître que l'historique, c'est un cheminement de perte, de traumatisme et donc de reconnexion. Bien sûr, les bien-aimés qui sont décédés, qui sont perdus, on ne peut pas débuter ce cheminement de reconstruction sans vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Donc, l'élimination de la tuberculose, essentiellement, les résultats étaient des taux qui ont baissé, mais le coût social pour les Inuits était astronomique. Donc, en tant que résultat, quand ce programme particulier s'est terminé, les taux ont monté encore une fois. Donc, c'est pour ça que je mentionne Nunavut en étant une initiative importante qui est un élément clé à l'élimination du tuberculose. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. On peut cliquer quelques fois pour... oui. Donc, cette diapo ici juste donne un survol des contacts et de l'historique du colonialisme et interaction entre les Inuits et les colonisateurs quand ils venaient juste d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Et vous pouvez voir, on a Esteval, donc l'arrivée des colonialistes, l'ère du gouvernement qui a vraiment vu beaucoup d'effets détrimentaux du colonialisme contre les Inuits en incluant les épidémies qu'on va voir au milieu là-bas. Et également dans les années 60, en fin des années 60, il y a une nouvelle initiative et un mouvement politique qui a débuté pour les Inuits où ils ont commencé à réaffirmer leur indépendance et leur autodétermination de gouvernance également. On peut voir ici certains des traités qui ont été signés pendant ce moment-là. Donc, c'était très important de comprendre l'historique, l'histoire quand on commence à reconnaître et à comprendre l'histoire que les Inuits ont passé à travers. Et ensuite, on peut donner des soins sécuritaires culturellement parlant. Et donc, les Inuits peuvent également réagir et également essentiellement guérir de ces expériences également. Donc, prochaine diapo. Donc, encore une fois, si on revient au taux de TB, donc j'ai déjà mentionné ça précédemment. Vous pouvez voir ici les taux dans chaque région. Bon, bien sûr, ça, c'est des taux actifs de TB. Donc, une chose que je veux noter, c'est que l'augmentation des taux, alors qu'on va de l'ouest à l'est, encore une fois, en Inuvialuit, soit ce que ça dit zéro, il y a un grand nombre de causes, donc de maladies qui sont en latence, donc qui passent sous le radar.
Donc, il y a un traitement, un régime qui est plus court pour les individus, qui est une initiative qui est très la bienvenue, mais encore une fois, il y a plus de travail qui doit être fait quand on en arrive à l'accès à ce médicament et à s'assurer qu'il y a des fournisseurs adéquats pour tous les candidats, en incluant les Inuits, et s'assurer qu'ils ont un accès selon leurs besoins. Prochaine diapo. Maintenant, ces zones de priorité pour l'action sont un peu différentes de ce qui est mentionné dans les standards de TB canadien dans la nouvelle édition. Par contre, ce sont les priorités spécifiques aux Inuits. Et donc, ce qui est important de noter ici, c'est qu'alors qu'on a ce document national, les standards qui fournissent des étapes concrètes pour les individus de donner des soins sécuritaires culturellement, mais c'est ce que les Inuits ont décidé en termes de quelles sont leurs actions prioritaires. Ce qui est important dans l'autodétermination, ça inclut l'amélioration des programmes de prévention de TB, réduire la pauvreté, améliorer les déterminants sociaux de la santé des Inuits, mobiliser et autonomiser les communautés, renforcer la capacité en matière de prévention de la TB et des soins aux personnes atteintes, élaborer et mettre en œuvre des solutions conçues pour les Inuits et assurer la reddition des comptes sur les efforts pour éliminer la TB. Ce n'est pas seulement le gouvernement fédéral, mais également pour Aitike et les Inuits. Prochaine diapo. D'accord. Alors maintenant, tel que je l'ai mentionné, le cadre pour l'éradication de la tuberculose chez les Inuits, ça a été développé en 2019 et le gouvernement du Canada avait initialement investi 27,5 millions de dollars vers cette action d'éradication dans les régions des 4 régions. Ce travail inclut la détection donc des travailleurs sociaux et de santé dans les communautés. Et donc, bien sûr, la COVID-19 qui est survenue après que le contexte a été lancé, mais ça, c'est un élément additionnel qui a permis de voir les impacts d'une autre maladie respiratoire. Donc, les principes de santé publique se sont appliqués et maintenant, on peut voir l'interaction entre COVID-19 et TB et donc quels étaient les résultats de cet impact sur les activités. Maintenant, le travail de ITK s'est concentré principalement sur l'attention, donc d'améliorer les résultats en matière de logement dans les communautés et également guider l'élaboration de exécution des plans d'action régionaux. J'ai mentionné déjà la nutrition, l'éducation, l'accès aux services culturellement sécuritaires, donc tous ces facteurs-là qui rentrent en jeu. Maintenant, si on adresse l'infrastructure sociale et économique, les lacunes, donc de mettre en terme la fin de soutenir la souveraineté alimentaire des Inuits dans tous les Inuits Nunanga et d'aider à élaborer un système alimentaire durable. Donc, le développement d'un modèle de revenus de base. Et donc, ça va cibler ces lignes de pauvreté et donc augmenter le bien-être des unités. C'est important de noter que le TB est plus que juste une maladie bactérienne, c'est une maladie qui est perpétuée par les inéquités sociales. Donc, pour cette raison, on peut voir qu'il y a d'autres contextes qui coïncident et adressent les déterminantes sociales de la santé. Donc, plus important, c'est donc la sécurité de logement et de nourriture. Encore une fois, juste une problématique ne peut pas être adressée. Ça prend vraiment toute cette approche holistique donc, pour pallier à ces problématiques qui continuent d'exister. Est-ce qui continue à contribuer à ce chapitre et pour éradiquer et donc augmenter les standards de TB. Et donc, ceci est un guide d'introduction aux soins de TB pour améliorer les compétences sociales et aider aux professionnels à servir les communautés inuites au Canada. Et on est très, très fiers de faire partie de cette initiative tellement importante. Et maintenant, je passe la parole à ma collègue Kelsey. Oui, donc les standards de TB canadiens sont une ressource qui est révisée à toutes les quelques années. Donc, en anticipation, à la prochaine édition, on a les contribuants. Donc, on va entendre les organisations et les personnes autochtones, donc quelles étaient leurs priorités. Et donc, l'un des grands changements était qu'il y avait un changement du côté des perspectives cliniques et biomédicales sur la tuberculose et donc de prévenir, traiter et prendre soin des personnes atteintes. Ça a pris l'une des priorités des groupes autochtones, c'était donc
les déterminantes sociales et les choses comme Alex a dit, donc ça a exacerbé la tuberculose. C'est pas nécessairement ça la cause, mais donc, prochaine diapo. Oui, donc, si on parle des points saillants du groupe de travail sur le chapitre des Autochtones, l'implication du Conseil métis national, le contexte historique, culturel, épidémiologique. Et donc, dès le début, le groupe autochtone a fait savoir que le contexte, en particulier l'histoire de la culture, était essentiel pour pouvoir comprendre et soigner les personnes atteintes, comme les soins de tuberculose ne s'arrêtent pas après la rédaction de l'ordonnance. Donc, les vaccins ou les médicaments ne veulent pas dire qu'ils reviennent à la maison aux conditions qui ont causé en premier lieu la maladie. Donc, la rédaction de ces objectifs, on a abouti à la composition naturelle de ces 7 points clés qui devraient être les principes directeurs des travailleurs de la santé. Euh, donc, Travaillant avec les peuples autochtones dans le domaine des soins de tuberculose. On devrait prendre en considération lorsqu'ils travaillent avec les personnes autochtones en soins de TB. Donc, prochaine diapo. Oui, donc ça, c'est les 7 pratiques, les énoncés. Donc, on va aller rapidement. Donc, s'informer sur l'épidémiologie et la tuberculose pour les donneurs de soins dans la communauté en reconnaissant que la relation historique de la communauté avec la tuberculose permettra de contextualiser les soins actuels aux tuberculeux, de comprendre que la géographie et le climat des communautés autochtones, donc c'est pas seulement de savoir l'histoire des unités de métier, mais c'est également de parler aux communautés elles-mêmes exactement de quelles sont leurs expériences, les personnes qui habitent encore là aujourd'hui et qu'est-ce que leur famille et les ancêtres ont eu en termes d'expérience. Donc également comprendre la géographie et le climat des communautés autochtones, notamment le fait que les nombreuses communautés autochtones confrontées à des taux élevés de tuberculose sont isolées et ne sont pas reliées par des routes au centre urbain, ce qui rend les soins de santé moins accessibles et avec un délai. Et donc, reconnaître numéro 3, le territoire autochtone que l'on occupe, c'est s'efforcer de comprendre et de pratiquer la sécurité culturelle en réfléchissant aux différences de pouvoir et de respecter les différences culturelles, y compris la langue, intégrer les valeurs culturelles, de promouvoir un environnement sûr et inclusif. Numéro 4, prochaine diapo. Connaître les déterminants sociaux particuliers de la santé qui touchent les groupes autochtones distincts dans le but de fournir des soins de qualité aux tuberculeux, de combler les écarts en matière d'équité en santé entre les Canadiens autochtones et les non-autochtones. Prochain point, reconnaître le rôle de la colonisation en cours, le racisme personnel et systémique et des privilèges, dans la mesure où ils sont liés à l'équité en santé dans la présentation des soins aux tuberculeux, de prendre des mesures pour prévenir leurs effets néfastes. Prochaine diapo. Numéro 6, promouvoir l'autorésilience, l'autodéfense et l'autonomisation en respectant les droits des peuples autochtones tels qu'ils sont énoncés dans la Charte des patients pour les soins aux tuberculeux et dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Et numéro 7, de comprendre que chaque groupe autochtone, Premières Nations et Métis sont historiquement et culturellement distincts et peut par conséquent avoir des besoins uniques dans le contexte de la tuberculose. Et donc, oui, ils ont ces besoins uniques. Prochaine diapo. Donc, en résumé des normes canadiennes pour la lutte anti-tuberculose, donc ces 7 énoncés sont organisés en 4 catégories. Donc, connaître la communauté, ça c'est les 3 premières. Connaître l'historique, connaître ce qu'ils font face, les caractéristiques physiques, la reconnaissance du territoire et l'épidémiologie. Toutes les choses concernant l'environnement, à quel point c'est facile d'avoir un accès aux soins et de juste reconnaître le territoire et l'histoire des peuples. Numéro 4, 5, c'est de reconnaître les barrières invisibles, donc les déterminants sociaux, l'injustice donc de la santé, la colonisation pardon, qui est continuelle, donc le manque de sécurité alimentaire et donc des choses comme ça. Également de reconnaître la colonisation qui est non seulement quelque chose qui a créé ces problématiques, ces lacunes dans les déterminantes sociales, mais quelque chose qui est couramment en train de se passer également. Numéro 6, c'est de respecter l'autodétermination et l'autorésilience et d'avoir les groupes autochtones qui sont des participants actifs dans la création des solutions. Et donc, similaire à ce que les Inuits font, d'avoir des solutions qui sont menés par leur peuple pour leur peuple. Et donc, d'avoir ces distinctions culturelles, donc une approche basée sur les distinctions, d'avoir ces priorités nationales et d'avoir une distinction basée sur les priorités inuites. C'est incroyablement important. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Donc, oui, donc ça, c'est un survol des priorités. Donc, de garantir en général des données opportunes qui sont mises à jour et fiables et assurer le suivi des indicateurs de rendement de l'ATB, de développer la main-d'œuvre dans les communautés autochtones afin de combler les lacunes en matière de RH et de santé. Donc, Alex a fait mention de ces données. Donc, il y a un manque de données similaire pour les Premières Nations, c'est qu'on n'a pas de données mises à jour et donc on n'est pas sûr exactement de où est-ce qu'on en est. Donc, c'est difficile à planifier où est-ce qu'on veut aller si on ne sait pas où est-ce qu'on est couramment. Donc, quelles sont nos problématiques courantes? Donc, ensuite, la promotion de la main-d'œuvre des communautés autochtones. Donc, c'est pas juste assez d'avoir des personnes dans la communauté de nous aider avec ces manques de personnes qui vont travailler, mais c'est d'avoir ces personnes qui connaissent la communauté, qui viennent de la communauté, qui peuvent délivrer ces soins culturellement différents. Et notre priorité, c'est de travailler sur le développement des relations. Après ça, c'est de demander que la rifapentine soit soumise par le fabricant pour approbation réglementaire. Donc, rifapentine, c'est un médicament très, très efficace pour la TB et donc c'est seulement accessible présentement à travers un canal très, très spécial. Encore une fois, la priorité, c'est de reconnaître cette connexion entre le lien entre la crise du logement et la TB, de prendre des mesures en conséquence, accroître les ressources pour soutenir finalement les efforts d'éradication de la TB qui sont fondés sur les distinctions culturelles. Voilà. Prochaine diapo. Donc oui, voilà, c'est l'inclusion en général, la différenciation de l'épidémiologie de la tuberculose pour chacun des trois groupes autochtones. On regarde la présentation du contexte historique et culturel de la tuberculose pour les peuples des Premières Nations, brièvement, donc les standards TB et les 7 énoncés pour les soins de santé et les priorités qui viennent de ce travail. Prochaine diapo. Et donc, oui, voilà, juste des remerciements, des reconnaissances de toutes ces personnes excellentes qui ont fait le travail, ces grandes recherches, donc les organisations également. Et voilà, je pense que c'est la fin de notre présentation. Et voilà, Marlene est ici également, donc elle pourrait répondre à vos questions. Donc, elle a aidé à la rédaction de la ressource. Donc, oui. Merci beaucoup, Kelsey et Alex. Je vois qu'on a quelques questions déjà dans la boîte de clavardage, donc je vais aller et les laisser jusqu'à la fin, si c'est correct avec vous, pour s'assurer que nous avons assez de temps pour tous nos présentateurs excellents et fantastiques, et ensuite on va adresser les questions à la fin. Merci. Prochain orateur, donc j'ai le plaisir de présenter Aiga Sanguia. Aiga est de Kanietukapik, également connu comme River Clyde à Nunavut. Aiga est un leader aimé, respecté dans sa communauté et beaucoup de son travail s'est concentré dans la connexion de la communauté de la santé. Donc, elle a été une représentante de la santé de la communauté pour près de 20 ans. Elle a commencé quand il y avait seulement 300 personnes dans la communauté et maintenant, il y en a plus de 1200. Aiga et a la confiance de sa communauté pour répondre aux questions et de maintenir la confidentialité. Et elle a la confiance et le respect des autres représentants de la communauté en santé, des donneurs de soins de santé et des infirmiers. Elle est une défendresse de sa communauté et de la population inuit et également des individus qui sont à l'extérieur de Nunavut également. Aiga a été au conseil des directeurs d'IASAC Civic et le réseau autochtone d'aide. Donc, c'est les réseaux, les alliances et les communautés. Elle a participé dans le projet ICE, donc un livre à propos des relations inuites et Alaska et Groenland sont également partie de ce projet. Également, elle a travaillé sur un projet de recherche mené par les Inuits concernant la nutrition, la sécurité alimentaire et les changements climatiques. AGA accorde de la valeur aux soins, au support de sa famille, de ses enfants, ses petits-enfants et de sa communauté. Aga. Aga, je pense que vous êtes encore sur muet, donc voilà. Merci, Andrea. Oui, je suis une survivante de la TB. Je travaille au centre de santé depuis plusieurs années et comme Andrea a dit, je suis le lien entre les communautés et les docteurs, les médecins et les infirmières.
et les centres de santé. Mais j'ai eu la tuberculose moi-même en 2017 et parce que j'ai travaillé au centre de santé. J'étais euh, j'étais en déni que j'avais la tuberculose, donc je niais le tout. Mais quand je l'ai réalisé, vous savez, je sais l'histoire des personnes, de mes peuples qui allaient au sud depuis plusieurs années pour le traitement de la tuberculose. Ils sont allés dans le sud. Non, on ne parlait pas anglais. Ils ne connaissaient pas d'autre nourriture que notre nourriture. Et donc, c'était euh, une expérience très différente pour ces personnes-là. Et mon mari était l'un d'entre eux quand il était un garçon. Et il est allé là-bas à Toronto dans un sanatorium pour un traitement de tuberculose. Et pour moi et lui, c'est totalement des situations totalement différentes dans lesquelles on a été. Donc, juste l'histoire, premièrement, quand mon mari, quand il était un garçon, il a été envoyé pour un traitement de tuberculose et c'était très différent pour lui parce que il ne connaissait pas la langue anglaise ou la culture. Donc, il n'a amené aucun membre de sa famille. Mais avec moi, c'était 2017, donc ça fait pas très longtemps. Je peux dire que c'était très, très différent pour mon expérience parce que j'ai travaillé au centre de santé, donc euh, pas comme les autres personnes dans la communauté. Au contraire des autres personnes, j'ai été traitée de façon différente parce que j'ai travaillé ici et parce que c'était 2017 à ce moment-là et jusqu'à ce jour, je ne sais même pas encore d'où est-ce que je l'ai attrapé. Peut-être sûrement euh, des patients qui... mais de toute façon, peu importe, j'avais un peu comme une infection pulmonaire et donc voilà, c'était la pneumonie et bien sûr, parce que ils font des tests juste au cas pour voir si je n'ai pas la tuberculose. Donc, ils sont arrivés. Donc, l'appel est arrivé quand j'étais à la maison et l'infirmière a dit, vous avez testé positivement pour la tuberculose. Et donc, ça m'a frappé. J'ai dit, oh mon Dieu, j'étais en déni. Donc, bien sûr, j'allais faire les traitements parce que ils ne peuvent pas faire de traitement. Ici, on doit aller, on n'a pas besoin d'aller dans le sud, on peut juste aller à Iqaluit, à l'hôpital. C'est 2 heures en avion et voilà. Mais avec un traitement TB, ça a commencé ici et à cause de la toxicité des médicaments, j'ai dû être envoyée pour une couple de semaines, pour 2 semaines en fait, en isolation. Donc, la toxicité de mon foie qui devait être gérée, surveillée. Et donc, c'était, c'était un temps éprouvant, mais une année avant ça, il y avait une dame qui était diagnostiquée avec un tuberculose qui habitait à Iqaluit et parce cette dame-là est décédée
des médicaments, donc des comprimés de TB qui étaient très toxiques pour son foie. Et j'avais la même chose. Et donc, je suis très reconnaissante que qu'à cause d'elle, qu'on m'a envoyé à Eucalypte à l'hôpital, juste au cas, si jamais mon foie s'empirait ou quelque chose comme ça. Je pense toujours à la famille de cette personne qui est décédée. Et j'ai parlé avec le médecin à ce moment-là. Et le système de soins de santé a sauvé ma vie, en fait, parce que à cause de ce qui s'est passé avec cette personne-là. Donc, j'ai écrit une lettre. Euh, je viens juste de la trouver, mais oui, c'est très, très différent maintenant. Et j'ai passé à travers. La seule chose qui était, c'est qu'à cause que c'était DOT, j'ai dû venir au centre de santé à tous les jours pour obtenir mes médicaments parce que je suis une personne de l'extérieur et je n'aime pas être ici pendant les fins de semaine si j'ai la possibilité, mais je devais être en ville pour recevoir mes médicaments pour quoi, 9 mois, je crois, 9 ou 10 mois. Je pense que c'était 10 mois, oui. Et j'ai passé à travers, mais encore, j'étais avec ma famille qui est bien. Moins le fait que pendant 2 semaines, j'étais à l'hôpital pendant l'isolation. Mais oui, c'est très, très différent. Et vous parlez en votre propre langue, vous parlez à votre famille. Alors que pour mon mari, dans le temps que lui, il avait la tuberculose en étant enfant, j'imagine, il n'a pas parlé. Ouais, il y avait d'autres enfants qui avaient la TB de d'autres communautés, mais il n'avait pas ses parents ou ses frères et sœurs ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'avais ma famille euh, quand je l'ai eu et ça a vraiment aidé, ça m'a réellement aidé dans mon travail. Je peux dire à la communauté, vous devez être vigilant, vous devez être compétent avec vos médicaments parce que, regardez, vos ancêtres, vos grands-parents, grands-pères ou votre sœur, ils devaient aller au sud, ne pas voir leur famille du tout et ou même d'appeler ou même avec les téléphones. Donc, à ce jour-là, quand je parle de traitement de tuberculose et quand je parle de tuberculose à mes pères, à mes personnes, je dis toujours, regardez, vous êtes tellement chanceux d'avoir... Vous serez avec votre famille, parlerez votre langue, consommerez vos propres aliments. Ça m'a beaucoup aidé de plusieurs façons. J'ai survécu, ça a pris du temps, mais c'est bon. Moi, j'ai écrit ceci quand j'étais avec Cannes. On fait beaucoup de travail avec la tuberculose. Et j'ai écrit ceci. Si vous voulez une copie, je pourrais la partager.
Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience ainsi que celle de votre mari. Et cette comparaison entre la façon dont on faisait les choses auparavant, il y a eu des améliorations, mais il y a toujours du travail à faire. Donc, j'apprécie beaucoup. Et je suis très reconnaissante pour l'Institut Tabiri, mais je suis reconnaissante. Merci. Notre dernière présentation aujourd'hui est présentée par Kim Natermo, une femme autochtone d'ascendance crie du territoire visé par le traité numéro 5. Elle a vécu la plus grande partie de sa vie à Iqaluit, au Nunavut. C'est là qu'elle a commencé sa carrière en santé publique dans une clinique de tuberculose. Elle a plus de 11 ans d'années d'expérience de travail à différents niveaux dans les soins de patients atteints de tuberculose, ainsi que du travail avec différentes communautés autochtones. Ces expériences de première ligne l'ont amené à promouvoir la formation en compétences culturelles pour les professionnels de santé qui travaillent avec les populations autochtones partout au Canada. En ce moment, Tina est conseillère en matière de tuberculose pour la Northern Intertribal Health Authority, une organisation qui travaille avec 4 partenaires de conseils tribaux et 33 communautés de Premières Nations dans les réserves au nord de la Saskatchewan. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui et co-présidente d'arrêt tuberculose au Canada. Donc, elle a partagé une vidéo avec nous que je vais partager avec vous maintenant. Bonjour, merci pour cette présentation. Je m'appelle Tina Campbell. Je suis conseillère sur la tuberculose Northern Intertribal Health Authority. Je travaille et je vis sur le territoire du traité numéro 36 et je reconnais mon territoire et les relations avec, entre les autres. Je souligne aujourd'hui, je vais vous donner une introduction. Je vais parler de mon expérience avec la tuberculose. Je vais présenter l'autorité de santé. Je vais parler de notre programme et de nos initiatives. Je vais vous donner des réussites, défis et recommandations. Je m'appelle Tina Campbell. Moi, j'ai commencé à connaître la tuberculose quand j'ai reçu un diagnostic de tuberculose en 2010, quand je me présentais à l'école des sciences infirmières. Je suis allée à une clinique sur la tuberculose ensuite. Je ne savais pas que cette maladie existait toujours et je ne savais pas que ma collectivité avait une clinique axée sur ces soins. Santé publique. J'ai travaillé avec des programmes d'immunisation, j'ai travaillé avec des cliniques de santé sexuelle. Et j'ai travaillé en sciences infirmières à Nunavut. Et je suis éducatrice aussi où je donne de la formation de plus de mon expérience de diagnostic de tuberculose. J'ai aussi des membres de la famille qui sont allés au sanatorium de tuberculose. Voici ma grand-mère dans les années 50 au sanatorium de Fort Capel. Donc, pour les partenariats et les services de santé, notre mission, c'est un organisme dirigé par les Premières Nations, une source d'expertise collective s'inscrivant dans des pratiques professionnelles
avant-gardiste axée sur la culture pour la prestation de services de santé dans le Nord. Notre vision, c'est que les communautés partenaires améliorent la santé et le bien-être de leurs membres, faisant en sorte que ceux-ci prennent en charge leur santé. Nous avons 4 partenaires. C'est le premier organisme de ce genre dans le pays, 33 communautés de Premières Nations, une population de 55 000 en croissance. Nous avons des partenaires Prince Albert Grand Council, Peterbilt Dine Cree Nation, Middle Lake Tribal Council et la Rouge Indian Band. Nous fournissons des services aux bandes et conseils. Ces services sont donnés aux partenaires de second niveau. Nous faisons la surveillance de l'état de santé. Nous avons des programmes spéciaux, des conseils et de la formation et de l'appui technique. Nos services du haut niveau sont offerts par les tribus, les bandes et nous supervisons les employés au 2e niveau pour donner de la formation, et les services de premier niveau sont donnés au sein de la collectivité. Notre programme sur la tuberculose comprend la santé publique qui offre des services de 3e niveau, mais nous donnons aussi des services de premier niveau. Notre programme de lutte contre la tuberculose de la SITN, c'est un programme de lutte contre la tuberculose pour les personnes qui ont été exposées à la tuberculose. C'est sensible la communauté à l'égard de la tuberculose. C'est un connexe de facteurs qui accroissent le risque de développer tuberculose active. Et l'appui des travailleurs de programme de lutte anti-tuberculose et les infirmières et infirmiers en santé communautaire dans le cadre de l'administration des traitements travaillent en partenariat avec le programme de prévention et de contrôle de la tuberculose à Saskatchewan et d'autres intervenants à l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies efficaces. Nous avons une équipe de collaboration, Services aux Autochtones Canada, PPCT de la Saskatchewan. Nous travaillons avec le programme de lutte contre la tuberculose et les programmes communautaires et de lutte anti-tuberculose. Voici les taux ici. Et nous sommes en haut de la ligne jaune. Donc, nous sommes encore plus élevés que le Saskatchewan et le reste du Canada. Ici, nous avons pris ces données de la prévention Saskatchewan et le contrôle. On voit la comparaison entre le sud et le nord de la Saskatchewan. Et à droite, on voit que la Première Nation née au Canada sont à la moitié et le Métis. Donc, il s'agit de plus de la moitié de la population du Saskatchewan. Pourquoi nous voyons ces taux élevés de tuberculose dans nos collectivités? Il y a plusieurs facteurs qui y contribuent. Le logement inadéquat, il était mal ventilé dans les collectivités éloignées, les logements surpeuplés. On peut voir parfois jusqu'à 20 personnes dans un logement de chambre à coucher. La sécurité alimentaire, ça coûte très cher dans ces collectivités rurales et souvent les aliments frais sont difficiles à trouver. Donc, on mange plutôt des aliments préparés. Il y a une stigmatisation aussi au Canada et la discrimination contre les personnes affectées de cette maladie et l'accès aux soins de santé. Donc, il y a toujours un délai de diagnostic de la tuberculose.
Les enfants sont susceptibles parce que ils peuvent souffrir des bactéries, de la tuberculose et la méningite. Nous avons accès aux soins de santé aussi. Comme présentation, le chapitre 12 des normes canadiennes sur la lutte anti-tuberculose, nous avons un chapitre autochtone qui énonce cette bonne pratique. Et j'ai la liste ici. Je vais vous en parler de chacune et vous parler de notre organisme. Plutôt, je vais vous parler d'autres points et tout est lié. Donc, notre objectif, c'est un programme de lutte, c'est une stratégie de lutte contre la forte incidence de la tuberculose. Comment on définit cette collectivité? Si nous avons 2 ou plus cas dans une année, et depuis cette définition, nous avons eu 7 incidents élevés en 2022. Et notre stratégie vise une forte l'enquête sur les réseaux sociaux, projet de mobilisation, le dépistage, y compris nous avons des rendez-vous pour aussi souvent que possible pour donner les médicaments aux clients dans leur maison et nous visitons les clients chez eux aussi pour faire des enquêtes pour obtenir plus d'informations. Nous avons aussi, nous utilisons les réseaux sociaux, je vais en parler un peu plus tard. Le programme participé à un projet de mobilisation avant 2020, avant la COVID. Nous offrions ce programme au sein de la collectivité pour déterminer les ITL et offrir des traitements de prévention. Nous avons participé dans un projet sur la voie à suivre avec l'équipe de l'Alberta et dans une collectivité, nous avons fait de la publicité sur un programme pour remplir un poste sur... Malheureusement, personne n'a fait la demande, mais on cherche toujours à faire de la sensibilisation, c'est de la qualité pour ce projet. Nous avons l'accessibilité à la rifampicine pour le traitement et qui réduit le temps de traitement jusqu'à 3 mois plutôt que 9 mois que moi j'ai subi en 2010. Nous avons des systèmes de Gene Expert et appareils de radiographie portatifs. Nous en avons 2 au sein de notre programme. Nos travailleurs de programme de lutte anti-tuberculeuse donnent des soins continus. C'est le lien entre le client et l'équipe de soins et qui peut fournir des soins dans les langues autochtones aussi, ce qui est très important. Et nous avons un programme incitatif aussi, qui a connu beaucoup de succès au sein de notre programme. Nous offrons des bulletins pour, ou des notes pour des aliments et nous aidons avec les médicaments. Nous offrons de l'eau aussi, l'eau potable. Parfois, les médicaments sont difficiles à tolérer et les petits-enfants portent défi aussi pour leur donner des médicaments, surtout les antibiotiques dont nous offrons des petits jouets avec chaque dose. Donc, nous avons des défis. Pour le retraçage de contact, améliorer l'enquête sur les réseaux sociaux, des formes d'enquête menées par des infirmières en 2018 qui ont
nous avons eu 2 incidents de diagnostic tardif. Nous avons des difficultés aussi à atteindre la sensibilisation au sein de l'équipe. Nous avons vu des activités de programmes de lutte contre la tuberculose, des enquêtes contribuent à la détermination des personnes à risque. Et nous avons eu des recherches, des efforts collaborés parmi les intervenants et des programmes cohérents. Donc, avec cette éclosion, nous continuons à utiliser les services, les médias sociaux et on doit aussi considérer l'augmentation au sein des collectivités aussi. Je voulais montrer cette diapo parce qu'elle montre comment il y a d'impact des analyses et des enquêtes au sein de la collectivité. En 2022, vous voyez le tracé fait était la majorité de la façon dont nous avons déterminé les cas de tuberculose au sein de nos collectivités. Notre programme en juin 22 comprend un dépistage en milieu scolaire. C'était une école secondaire. Nous avons eu une activité de sensibilisation communautaire, un dîner causerie, et nous avons eu des présentations et la collectivité a rencontré l'équipe de collaboration, les infirmières, moi-même et Service autochtone Canada était là aussi. Nous avons eu un peu de défis aussi, ce qui arrive quand on voyage au sein des collectivités. On a connu de la réussite. On a vu 45 enfants qui ont fait le dépistage et 3 adultes avec la radiographie portative qu'on a apportée. Nous avons fait 15 radiographies en milieu scolaire et on a offert 30 radiographies supplémentaires au sein de la collectivité. Auparavant, le centre de santé nous avait dit qu'ils avaient des difficultés à recevoir les gens qui voulaient des rayons X. Donc, c'était très efficace cette fois. Et notre organisme a des projets de recherche aussi et nous veillons à ce que nous suivons des éthiques importants au cadre des recherches. On veut de la transparence au sein de la collectivité. On fait des sondages pour voir quels sont les besoins au sein de la collectivité. On crée des espaces éthiques où les perspectives sont très bien respectées. C'est important aussi. Et nous incorporons les aînés pendant la durée de ce projet aussi. C'est encouragé. Et j'ai 10 principes éthiques de la recherche aussi. Notre programme offre de la thérapie directe. On a besoin beaucoup de ressources et du temps et des efforts collaboratifs. C'est important pour les fournisseurs de soins. La tuberculose peut beaucoup changer la vie d'une personne. C'est important de le comprendre au sein des cercles sociaux et même au sein de la famille. Et certaines personnes ont l'expérience de stigmates, des pertes de relations. Et il y a la perception négative d'autres personnes aussi lorsqu'on souffre de la tuberculose. Mais il faut avoir des relations de confiance avec le client. C'est plus facile. Les personnes souvent ne comprennent pas notre programme incitatif. Les raisons pourquoi. Une fois qu'ils comprennent, ils sont plus aptes à communiquer avec nous. Avec ce programme, nous offrons de l'orientation et de la formation
annuellement, nous avons des ateliers de formation sur la tuberculose avec les Autochtones au Canada et je donne des présentations aussi si les personnes me le demandent. Et je suis coprésidente de Arrêt Tuberculose Canada et je fais beaucoup de présentations dans ce rôle. Nous avons des discussions au cours de ces présentations, l'état actuel de la tuberculose et les similarités, ce que moi j'ai vu d'après mon expérience au sein des collectivités autochtones. Il y a des recommandations qu'on met en place aussi pour les fournisseurs de soins. Nous avons de la formation sur la tuberculose. Mais nos partenaires au sein de la collectivité doivent donner de la formation obligatoire. Nous avons 32 collectivités et on ne sait pas lorsque les nouvelles personnes entrent dans la collectivité, c'est aux partenaires qui font ce suivi. Nous donnons des séances d'orientation aux infirmières qui rentrent dans les collectivités et nous incorporons des questions d'entretien pour de nouveaux postes sur la tuberculose et sur les autochtones. C'est des questions importantes quand on embauche quelqu'un dans les programmes de tuberculose. Nous avons des trousses d'outils éducatifs pour les écoles secondaires et nous avons des bras en caoutchouc qu'on peut utiliser qui démontrent TCT, comment la durée peut s'afficher. Nous avons des ressources pour les enfants sur la tuberculose et des postes de formation. Et c'est très bien accepté au sein de nos collectivités. Nous avons des campagnes de sensibilisation que nous fournissons aux collectivités lorsqu'on fait la demande. Et nous invitons souvent les personnes pour leur donner de l'information au sein de leur collectivité. Nous avons des messages sur Facebook aussi, à la radio, des campagnes à la radio. Nous en avons une qui démarre demain sur les prochaines semaines pour la journée mondiale sur la tuberculose. Et chaque année, nous envoyons des trousses d'informations et des articles de promotion pour les collectivités. Nous avons eu l'année passée des concours d'affiches sur la tuberculose. Nous obtenons de bons résultats. Nous avons des conférences pour les jeunes, plusieurs séances. Il y a eu beaucoup de participation. Nous avons des mises à jour sur notre site web sur la tuberculose. Et vous voyez cette diapo, ce sont deux infirmières qui travaillent en milieu de tuberculose. Voici une photo de ressources sur notre site web. On voit ici les langues dans lesquelles elles sont disponibles et nous avons beaucoup d'histoires et de survivants de la tuberculose. Vous devriez les écouter. Voici nos réussites. L'année passée, nous avons commencé à mettre à jour les données recueillies sur la tuberculose. Une fois qu'on a tous les employés sont retournés après la COVID, nous avons créé une nouvelle base de données que nous utilisons pour mettre à jour les données au sein des collectivités. Nous continuons la collaboration avec le Saskatchewan et Services autochtones Canada au sein et les collectivités. C'est important pour notre bon fonctionnement. C'est important que nous collaborons. Nous fournissons des informations sur les nouvelles données
sur la tuberculose. Nous avons des appareils de radiographie portables. Nous avons 3 éclosions en ce moment. Les premiers ont été déclarés en octobre 2021. Malheureusement, quand cela a été déclaré, notre seule unité portative avait besoin de réparation. Donc, nous avons acquis 2 unités pour veiller à ce qu'il n'y aura pas ce même genre de problème plus tard. Et maintenant, ils ont été utilisés plus de 300 fois au sein de la collectivité. Nos infirmières au sein de la collectivité, nous avons 5 infirmières et la moitié donne des médicaments pour la tuberculose. Nous sommes une très petite équipe. Nous recevons des demandes pour des séances d'information et de formation et nous avons un site web qui donne de l'information à nos partenaires. Nous avons des défis. Pénurie d'employés dans la collectivité, roulement élevé du personnel. Il y en a qui ont souffert d'épuisement professionnel. Donc, nos infirmières travaillent à Prince Albert et travaillent pendant de 7 à 14 jours de suite. Ils ne sont pas là tout le temps. Donc, c'est important pour le leadership d'avoir un survol obligatoire au sein de la collectivité. En seule information, parfois, nous avons des défis, recevant de l'information de collectivités et d'organismes. Mais avec de la formation, on veille à ce que la tuberculose est traitée avec confidentialité. Nous avons l'engagement aussi. Mauvaise compréhension des rôles et des responsabilités entre le programme de lutte contre la tuberculose de la SCITN, les infirmières santé communautaire, le programme de prévention de contrôle de la tuberculose. Nous faisons beaucoup de travail chez les personnes au sein de la famille. Ça porte toujours un défi aussi. Il faut écouter aux besoins de nos collectivités. J'ai 2 citations ici qu'on a pris des projets de recherche en santé publique qui indiquent les défis ayant une infirmière à temps plein serait utile. Donc, on perd des personnes. C'est un professionnel qui a dit cela. L'autre, c'est réduire les obsèques et envoyer les clients par taxi médical. C'est plus difficile pendant la pandémie. Donc, on devrait retourner aux cliniques mobiles et les rayons X mobiles, ce serait donnerait plus d'accès dans notre région. On a des recommandations aussi de délégation obligatoire aux infirmières. Accorder la priorité à l'embauche d'une infirmière ou d'une infirmière spécialisée en tuberculose avec de l'expérience en matière d'éclosion, surtout après Solbert, un programme donc, pour qu'on ne puisse pas perdre les personnes et donner des soins de qualité. Plus tard, donc l'année passée, donc on a engagé un autre technicien de rayon X, donc c'est une technicienne de laboratoire également, et ils ont été très très occupés depuis qu'on l'a engagé. Donc le besoin est définitivement là. Donc nos infirmières TB ont réussi à avoir la certification pour la phlebotomie également, et donc on travaille avec nos infirmières pour qu'elles puissent être expertes dans l'utilisation et comment faire le processus de ces tests-là pour qu'on puisse offrir la formation pour les employés également. Donc maintenant, si on va de l'avant, on continue à donc être champion pour nos communautés, donc d'orienter et d'offrir des formations dans toutes les langues autochtones à nos travailleurs, donc l'orientation, évidemment, pour nos travailleurs courants et futurs.
de s'engager avec le leadership, donc de donner les services aux cultures en se basant sur le culturel et sur leur langue, également les composantes communautaires et bien sûr en partenariat avec le programme provincial TB, donc de mettre à jour et d'incorporer des langages centrés autochtones et des définitions et des politiques dans les procédures. Voilà, et c'est tout ce que j'avais aujourd'hui. Donc, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Je finissons la TB dans la communauté. Et donc, ça, c'est mon fils au jour mondial de la TB il y a quelques années. Donc, également, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel. Euh, vous avez l'information de mon courriel. Merci encore une fois à tous nos orateurs de nous avoir rejoints aujourd'hui et d'avoir participé. Maintenant, j'aimerais dire la bienvenue à tous ceux qui ont des questions pour n'importe quel de nos orateurs, de soit l'écrire dans le chat ou de lever votre main. Donc, si vous nous rejoignez au téléphone, s'il vous plaît, s'il vous plaît, juste peser sur étoile 9 et on va enlever la sourdine. Donc, même si Tina n'était pas capable de nous rejoindre aujourd'hui, on a encore Leslie Brooks aujourd'hui qui est sur l'appel. Et Leslie est une autre infirmière TB avec NICAS TB programme. Donc, le programme elle est disponible de répondre à vos questions à propos du programme NICAS TB. Donc, je vois, il y a une question dans le chat que je vais passer à Leslie. Donc, la question est qui est DOT? Est-ce que c'est la santé publique ou c'est une organisation communautaire? Bon matin, ça c'est Leslie. Nos DOT, c'est livré par des travailleurs formés TB de la communauté. Donc, ils sont engagés, identifiés et engagés par la communauté et on leur donne la formation. Donc, ils sont ceux qui livrent les médicaments aux clients. Donc, ils parlent la langue, ils connaissent la communauté. Donc, c'est vraiment un programme excellent. Merci tellement, Leslie. OK. Une autre belle question. Qui finance les travailleurs communautaires de TB? Ah, ça c'est pour moi encore une fois. Oui, je crois que oui, oui. Donc, il y a deux façons d'avoir des financements. Donc, soit des contributions volontaires. Donc, ça veut dire que le flux d'argent passe par un partenariat et ils sont payés. Donc, il y a un contrat également à travers NIFA et ils vont envoyer des factures et on va les payer. Donc, il y a deux façons différentes de le faire. Donc, nous sommes financés par les services autochtones pour faire la levée de fonds. J'essaie de garder mes réponses courtes. Merci beaucoup, Leslie. Et une autre pour vous, est-ce que vous pouvez parler à propos de d'autres rôles que les travailleurs TB ont? Et donc, même si je le dirige à vous, Aiga, je vais revenir à vous également prochainement. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de parler à travers votre expérience personnelle. Comment est-ce que vous avez vu le rôle des travailleurs TB dans votre communauté? Nos travailleurs TB sont invalables à notre programme, donc on se fie sur eux pour absolument toutes les composantes du programme TB. Donc, les directives de thérapie sont évidemment la priorité parce que d'avoir des clients qui vont en arriver à la fin des traitements, c'est bien sûr l'objectif. Donc, ça, c'est l'un des rôles très, très importants. L'autre rôle très, très important, c'est bien sûr, ils sont vraiment ils nous supportent énormément dans la communauté. Ils connaissent les connexions familières, ils parlent la langue. Donc, ils nous aident beaucoup avec les enquêtes de contact. Parfois parce qu'on a, dans plusieurs de nos communautés, on a des implications très, très limitées par les infirmières communautaires. Donc, on répond directement ou on pose la question aux travailleurs TB directement pour qu'ils puissent nous aider. Donc, peut-être on n'a pas une infirmière qui est disponible pour tout le programme. Alors, nos travailleurs TB sont ceux qui vont commencer la liste pour nous, vont faire les connexions et recueillir toutes les coordonnées pour commencer le processus avant que nous arrivions dans la communauté. Donc, ils vont recueillir toutes ces informations, donc vont arranger, participer aux cliniques TB, donc vont participer au rayon X, aux cliniques de radiographie. Donc, d'autres clients, ils offrent de l'éducation. Et ils sont absolument
la force derrière notre programme. Je ne sais pas, on ne pourrait pas le faire sans eux. Et malheureusement pour nous, avec la crise de soins de santé et les infirmières communautaires ne sont pas disponibles, donc plusieurs de nos travailleurs TB, on s'attend à ce qu'ils aient cette grande connaissance. Ils l'ont, mais bien sûr, c'est un programme délégué de la perspective des infirmières de communauté. Donc, bien sûr, les infirmières sont responsables de déléguer le programme aux travailleurs TB. Plusieurs de nos communautés, les infirmières vont aux travailleurs TB pour la guidance et la direction. Merci énormément, Leslie. Et également, je voudrais juste souligner le fait que NISA a des faits saillants superbes sur vos travailleurs communautaires de TB sur la page Facebook, donc sont très, très agréables à lire. Donc, soyez libres de les, euh, les voir. Donc, Aiga, maintenant, à votre perspective en tant que patiente TB dans Clyde River et Iqaluit, quel rôle est-ce que les travailleurs TB ont joué avec ceux que vous avez engagés avec? Quand j'étais à Iqaluit, quand j'étais dans l'hôpital, les infirmières ne m'ont pas donné le médicament, hein. Et quand je suis sortie de l'hôpital, je suis allée à la place de soins de santé publique à Iqaluit. Et donc, je devais aller là-bas et de recevoir ma médication. Mais ici, à Quad River, on a également un interprète qui est là, qui est formé pour faire le DOT. Donc, mais on n'a personne pour DOT. Donc, elle est l'interprète, elle fait également les radiographies, donc elle connaît également les langues. C'est très, très utile et un grand rôle pour elle également. Donc, oui, oui, oui. Et les personnes la connaissent, elle est de la communauté et voilà, c'est très bien. C'est bien de cette façon-là quand les gens connaissent la personne. Et je me demande si ça se rattache à la prochaine question qui, Leslie, je vais la passer à vous. Comment est-ce que le DOT est reçu par vos clients? Est-ce qu'ils voient une valeur dans ces services de DOT ou est-ce que le DOT est vu comme étant une garderie et ne sont pas requis? Donc, je vais ajouter à ça, est-ce que vous voyez une différence euh, dans la façon de comment les gens perçoivent DOT quand c'est offert par quelqu'un qui est de l'extérieur de la communauté ou qui est à l'intérieur de la communauté? Est-ce qu'il y a une différence? Je pense que le DOT est très, très bien reçu par les membres de la communauté. Les connexions entre les travailleurs TB et ces membres de la communauté sont très, très fortes. Ces liens sont forts. Donc, en considérant que certains d'entre eux sont sur la médication jusqu'à 1 an, c'est livré à leur maison, à leur domicile. Ils n'ont pas besoin de venir à la clinique. Parfois, c'est leur choix pour dire, OK, je dois travailler, donc j'aimerais vous rencontrer à 9 heures chaque matin, mais essayez de les accommoder en termes d'expérience client. Euh, et donc, vraiment, c'est des visites quotidiennes. Les travailleurs TB qui sont de la communauté. Donc, c'est très, très bien reçu. On fait beaucoup d'éducation autour de l'importance de thérapie directe. C'est pour ça qu'on le fait. On ne fait pas beaucoup de traitements auto-administrés. Vous pouvez maintenant avoir EDOT. Donc, si c'est quelque chose parce que vous devez travailler, donc ça peut être arrangé. C'est des choses qui doivent être changées, mais c'est encore une fois un programme qui est très, très de valeur, donc qui a beaucoup de valeur à la communauté. Et cette connexion proche avec le client rend cette communauté tellement proche. Et donc, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans leur vie, mais le travailleur TB peut reconnaître et ensuite s'accommoder. Voilà, donc la nourriture, la sécurité, d'autres problématiques par lesquelles passent les familles, les communautés. Peut-être on n'est même pas au courant de leurs besoins. Et donc, si ça fait du sens, peut-être on ne sait pas nécessairement si je peux être dans le rôle de l'infirmière. Donc, je ne vais pas le savoir parce que je suis de l'extérieur de la communauté. Donc, le travailleur TB peut identifier ça et d'amener ces choses importantes, les mettre à l'avant et de dire, OK, voilà, ça, c'est une famille qui a de la misère avec de la nourriture et donc on peut leur offrir de l'épicerie et tout ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas de honte à ça et c'est quelqu'un de leur communauté. Donc, je pense que cette partie-là est tellement importante. C'est très difficile pour les membres de communauté qui ont de la difficulté avec d'autres problématiques de venir avec une personne de l'extérieur de leur communauté et d'avoir à admettre qu'ils ont des difficultés avec certains aspects. Donc, comme j'ai dit, les travailleurs TB sont la base de notre programme.
Est-ce que j'ai répondu à toutes ces questions, Andrea? Je pense que oui. Et Aga, j'aimerais entendre votre perspective parce que vous avez noté que lorsque vous avez parlé à propos de vous ne pas être capable d'aller au territoire à cause des DOT. Donc, si vous pouvez juste partager un peu plus de ce côté-là, comment est-ce que cette expérience-là a été pour vous et quels étaient les impacts de ceci sur vous? C'était difficile, le fait que ça s'applique à toutes les personnes, ça rend... Parce que je travaille ici, je n'étais pas... on ne s'attendait pas à ce que j'écoute, mais toutes les personnes, la même chose. Donc, c'est juste. J'ai passé à travers. Ça prend du temps, mais on peut passer à travers, oui. Merci, Aga. La prochaine question de Courtney, je vais inviter Kelsey et Alex à prendre celle-là. Donc, quand les travailleurs de santé et le personnel allié vont dans des communautés autochtones pour la première fois, ou comment est-ce qu'ils apprennent à propos de l'histoire locale passée et de l'épidémiologie TB telle que recommandée par les standards? Oui, je pourrais m'y lancer. Donc, je pense que l'une des meilleures façons d'apprendre à propos de l'histoire locale et de juste parler aux personnes avec qui vous travaillez. Euh, Parfois, on va au centre de santé. Il y a des personnes qui travaillent dans ces centres, qui ont habité dans la communauté, qui connaissent tout le monde, qui savent tout. Donc, ils peuvent vous donner une histoire, une connexion aux personnes qui ne connaissent pas l'histoire. Et donc, juste de parler aux personnes qui habitent là, je pense que c'est l'une des meilleures façons à apprendre l'histoire locale. Et l'une des choses à propos de l'épidémiologie, d'apprendre la TB dans la communauté, c'est très, très... hum, on est capable de vous donner des données, de dire, OK, à cette année, on avait autant de quantité de TB à baisser. Donc, ils peuvent vous donner des, une meilleure compréhension des situations environnementales qui pourraient peut-être avoir un effet sur la TB. Donc, peut-être un peu plus de valeur spécifiquement avec ce que les standards disent, comme oh, les gens ont de l'insécurité alimentaire, les gens ont des logements surpopulés. Donc, toutes ces choses-là, je pense qu'ils vont savoir un peu plus à propos de ça. Et donc, des données crues, vraiment, c'est ça qui va apporter les réponses. Donc, Alex et Marlene, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ça? Je ne sais pas si Marlene veut aller en premier ou... Oui, oui, merci pour cette question. Je vais laisser ma caméra fermée. J'ai juste des problématiques de connexion maintenant, comme j'ai déjà eu auparavant. Donc oui, je pense que je vais juste répondre à cette question en disant que pourquoi attendre à en arriver à une communauté avant d'apprendre. Je pense que l'une des choses que vous pouvez faire, c'est d'aller à la personne qui vous engage, votre contracteur, donneur de contrat, votre employeur, et de demander est-ce qu'il y a une formation qui est disponible, est-ce qu'il y a des webinaires, est-ce qu'il y a toutes ces choses-là. Donc oui, juste d'aller à la personne ressource et de leur dire j'aimerais avoir une opportunité de formation qui inclurait ces genres de sessions d'information. Et donc également, on fait beaucoup de travail. Je sais qu'il y a plusieurs initiatives sur le racisme anti-autochtone dans le système de santé. Et il y a le consortium avec l'éducation médicale autochtone qui travaille vraiment avec les écoles, les infirmières, donc toutes ces types d'institutions d'éducation. Donc, ils passent à travers le curriculum et trouvent des opportunités de, où ils pourraient inclure euh, des, informations factuelles des Premières Nations et des expériences métiers avec la communauté. Donc, plusieurs professionnels médicaux ne disent pas, OK, oh, maintenant, je dois aller apprendre à propos de la santé autochtone, mais d'avoir cette opportunité dans le curriculum, dans le système interne, pour que les professionnels médicaux puissent quitter avec une boîte à outils, avec les connaissances requises pour pouvoir fournir
un service sécuritaire culturellement dans ces communautés également. Super, Leslie, j'espère qu'on fait bien ça. Bonjour, Marlene. D'accord, alors je vais juste finir pour dire, pour un Inuit, il y a une session historique de gouvernance qui a été faite il y a quelques mois avec le service public canadien. Ça a eu lieu avec ITK et on a un collègue. J'ai essayé de trouver le lien en ligne. Ça fait il y a quelques mois que ça a eu lieu, donc laissez-moi prendre le temps de le trouver. Je vais l'envoyer à Andrea pour qu'elle puisse le partager avec le groupe, mais c'est vraiment une discussion très informative à propos de... On a un collègue ici à ITK qui pourrait être disponible. Euh, je le rends bénévole, mais je veux dire, c'est son rôle également de fournir cette présentation et d'autres formats également pour les organisations et d'autres actionnaires s'ils ont le besoin. Mais le webinaire qui a eu lieu précédemment et j'essaie de le retrouver, mais vous pouvez le voir à votre rythme également. Donc, je renforce les commentaires de Marlene qu'il y a des modules dans chacune des organisations régionales qui ont mis ensemble ces formations, également ces travailleurs de santé qui vont revoir ces modules. Et ils sont ceux qui vont avoir l'expertise et fournir le contexte local pour que vous puissiez arriver déjà préparé. Et je suis d'accord avec Marlene également. Pourquoi attendre? Et c'est quelque chose qui pourrait être déjà fait en avance avec la vérité et la réconciliation, apprendre à propos du territoire et le peuple autochtone du territoire sur lequel vous êtes. Il y a beaucoup d'histoires riches là qui attend juste à être découverte. Et donc, il y a des parties qui sont tragiques, mais il y a des parties qui sont très, très informatives. Donc, qu'est-ce qui a vraiment, euh, qui a vraiment donné naissance à ces idées? Donc, en plus de ça, je veux dire que il y a d'autres ressources excellentes. Le Centre de collaboration nationale sur la santé autochtone a énormément de ressources sur la sécurité culturelle. Donc, le compendium TB également qu'ils ont amalgamé. Et donc, je vous encourage à aller et voir ces ressources également. Merci énormément, Alex, Marlene et Kelsey. Et absolument, je suis d'accord avec pourquoi attendre. Apprenez à propos de ça. Maintenant, il y a tellement de ressources. Je voulais juste souligner que également, je suis presque sûre qu'on avait des gens sur cet appel qui ne travaillent pas dans les communautés autochtones et euh, qui ont les populations primaires qui ne sont pas des personnes autochtones. Et dans ces cas-là, demandez, je pense, demander à propos de la force, l'expérience et vous savez, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que je pourrais faire en tant qu'infirmière ou donneur de soins de santé pour vous aider à surmonter? Comment est-ce que je pourrais rendre votre expérience meilleure? Je pense que ça va faire un grand bout de chemin. Alex, Marlene, Kelsey, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose d'autre à propos de ça en termes de comment c'est quelqu'un qui ne va pas dans une communauté autochtone et comment est-ce qu'ils peuvent donner un soin sécuritaire culturellement. Je pense que vous avez vraiment touché un point sensible ici, Andrea. C'est à propos d'être ouvert, compréhensible de vos propres préjugés avant que vous allez dans quelconque conversation, de voir l'individu en tant que personne avec leur propre histoire, leur propre historique, leurs besoins et donc leur besoin d'être compris également. Et le receveur doit écouter et le receveur et la personne qui donne les soins de santé et d'être ouvert à ça. Et même dans ma propre expérience, ceux-là ont été les plus encourageants et les conversations les plus informatives. Donc, d'aider les gens à en arriver à leurs objectifs. Comment est-ce qu'on pourrait faciliter le tout pour eux? Et donc, c'est la sécurité culturelle, ce n'est pas comme juste un concept exclusif aux Autochtones. Mais oui, ça a été donc approprié par les infirmières maoris en Nouvelle-Zélande, mais ça peut être attribué aux plusieurs populations, donc même les réfugiés, d'autres populations autochtones de d'autres pays. Et donc, il y a une dynamique à tout ça et ça va vraiment à un soin qui est centralisé sur le client et d'être ouvert à leurs expériences et comment est-ce que c'est différent de ce que vous percevez comme étant une délivrance de soins de santé, donc qui pourrait être habituellement doit être modifié pour accommoder. Donc, il y a beaucoup
de choses à désapprendre, même quand on parle de nos formations médicales et comment est-ce que le dogmatisme de formation pourrait des fois être faire plus de mal que de bien. Donc oui, mais peut-être que j'en dis un peu trop. Voilà, merci beaucoup, Alex. Je vois, il y a quelques autres questions. Leslie a été capable de répondre dans le chat. Dernier appel pour des questions. D'accord. Merci énormément à tout le monde. On est presque à la fin de notre temps ensemble et avant que j'invite Sequoia à fermer notre webinaire, je vais lancer notre questionnaire final, notre sondage et vous demander de répondre à ces trois questions. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour le faire avant que je demande à Sequoia de parler. Alex, allez-y. Oui, Andrea, j'ai oublié de faire une chose. Quand j'ai commencé à reconnaître où est-ce que je suis euh, sur le territoire Anishinaabe algonquin, je suis chez mon cousin, je suis dans sa cour arrière. Habituellement, on dit donc quand on est sur le territoire de nos cousins. Donc, je voulais juste reconnaître ceci, c'est là où est-ce que j'habite présentement, mais également, il y avait une question qui parlait de développement de ressources. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je dois aller plus loin pour dire c'est plus que juste Inuit métier Première Nation, même dans les différents groupes, les distinctions. Vous devez comprendre qu'il y a chaque groupe est différent également à l'interne, donc des dialectes différents. Donc, euh, c'est très, très intéressant de faire. Donc, on pourrait faire une approche pan-régionale, mais ça n'adresse pas les besoins. Donc, j'ai appris cette leçon plusieurs fois, mais en même temps, de la même façon, on apprend cette leçon également quand on essaye de développer des ressources qui, même pour le ITK, ont besoin d'être locales et d'avoir une audience spécifique, que ce soit de s'engager avec nos collègues de Inuvialuit, Nunavut, Nunatsiavut ou en Nunavik. Donc, ils ont des expériences différentes également et même les taux de TB que vous avez vus sur les diapos aujourd'hui. Donc, vraiment, de s'assurer que vous développez des ressources pour votre contexte et votre population précisément également, même si c'est Inuit en tant que parapluie. Absolument. Merci beaucoup, Alex. D'accord. Alors, je vais passer la parole à Sequoia pour partager certaines réflexions finales et conclure notre webinaire aujourd'hui. Je pense que vous allez le terminer avec une chanson. Oui. J'ai essayé de répondre rapidement à ce sondage parce que ça bloquait mon écran et donc tout a disparu et j'ai dit, oh mon Dieu, je ne travaille pas, alors je ne sais pas comment est-ce que je peux appliquer les sept principes et de trouver le nombre, le chiffre 3 et tout ça, numéro 3. Je voulais juste dire, je suis reconnaissante à tous les présentateurs, comme je l'ai dit. Dans la première question de sondage, c'était d'apprendre de vous tous et, euh, et d'apprendre de vos expériences et ce que vous avez partagé, l'histoire. J'ai aimé celle avec la photo de la grand-mère avec le centre TB parce que, vous savez, mon oncle et ma tante et plusieurs de mes membres de la famille ont été dans les centres de TB. Donc, voilà, vous savez,
c'est bien de se souvenir de cette histoire et de montrer ça. Et également, vous savez, quand les familles l'ont survécu, surpassé, ils peuvent revenir à la maison et donc de démontrer aux gens que c'était surmontable et on a été capable de retourner à la maison à la fin. Et donc, vous savez, c'est encore plus maintenant dans cet âge de la technologie. Donc, ça, c'est les réflexions que j'avais et je lève mes mains à vous tous pour votre beau travail. Je vais faire, et je sais, April est ici, je vais faire Sequoia, la chanson de Sequoia, le bonjour de la journée parce que ça a été une super journée aujourd'hui. Donc, ça, c'est ma chanson de mon nom. Elle était une personne euh, dans les années 1900, quand l'acte indien a interdit de la pratique de nos façons spirituelles et ils ont fait des chansons à partager avec les personnes alors pour qu'ils ne soient pas pour qu'ils n'aient pas peur de le faire. Donc voilà, c'est une chanson. Je l'ai partagée depuis, je pense, les années 1900. Et donc, pendant que je chante cette chanson, je vous demande d'ouvrir vos mains, prendre quelques respirations et de vous placer et de prier pour vous-même, pour vos familles, pour ceux qui sont dans le besoin dans vos familles spécifiquement et vos amis et vos communautés. Non seulement les communautés d'où vous venez, mais également les communautés où vous habitez, qui incluent vos familles. Et, maintenant, je vais juste faire une prière rapide à la fin parce que je regarde le temps et OK. Je vous demande, Créateur, de surveiller tous vos enfants recueillis ici aujourd'hui, leurs amis, leur communauté, leur famille, d'où ils viennent et où est-ce qu'ils habitent, jouent et travaillent, et de les protéger sur notre région et notre nation et les sentiments dans leurs esprits du côté physique. Je demande au Créateur de prendre garde de nous, toutes les éloigner les maladies de la COVID qui est la RSV. Et je pense que c'est à peu près tout. Il y a toujours la grippe qui passe, des rhumes, ou l'anxiété, la dépression aussi. Donc, attendez nos prières pour les amis qui souffrent d'alcoolisme, dépendance aux drogues, et prières pour les sans-abri parce qu'ils ont des traumas et luttent contre des problèmes de santé émotionnelle et physique et qu'on ait un bulle de protection qui les entoure et qu'elles soient en sécurité et en santé et aider des personnes pour trouver la voie à la santé et prière pour toutes les communautés, toutes les personnes qui ont perdu les personnes qui y sont chères et qu'on puisse dire au revoir aux personnes bien-aimées qui se retournent vers le Créateur. Et l'enseignement que j'ai appris de mon grand-père Dominic Charlie et tous nos bien-aimés s'inquiètent de nous lorsqu'ils nous quittent. Ils sont inquiets parce qu'il faut qu'on continue notre vie et ils deviennent nos guerriers spirituels et ils vont nous envoyer des signes. Maintenant, le printemps arrive et on verra des insectes, des oiseaux mouches, des papillons, des aigles, tout ce qu'on voit sur la terre, dans les cieux, qui va élever nos esprits quand on a une journée difficile. Il s'agit de nos guerriers
spirituel. Ce sont des signes qu'il y a des bien-aimés qui sont tout près de nous lorsqu'on voit une plume, quelque chose qui traîne. Il faut l'apprendre parce que c'est l'esprit guerrier qui nous surveille, nous donne des cadeaux. J'espère que tout le monde aura une très belle journée, une bonne fin de semaine. Merci, Sequoia, pour avoir terminé ce webinaire d'une très belle façon. Et merci aux présentateurs aujourd'hui, Kelsey, Alex, Iga, Tina, Leslie. Merci à tous.